Il est important pour nous d'apporter une précision. Tout n'est pas négatif dans l'école africaine. Le niveau en sciences des lycéens sortant de certains pays africains garde une certaine réputation à l'international. Même si pour le cas du Gabon, certaines voix s'élèvent de plus en plus pour dénoncer une baisse globale du niveau en sciences. De plus, le système éducatif seul ne peut expliquer l'état de pauvreté et les difficultés rencontrées dans de nombreux pays d'Afrique. Il existe de nombreux cas dans lesquels l'enseignement paraît déconnecté de son rôle dans la résolution des problèmes locaux et la sauvegarde des intérêts nationaux. La conséquence d'une école qui n'a jamais été pensée et construite pour contribuer au développement local. Le cas du domaine de la construction est assez évocateur dans ce sens. Pour la construction de logements ou d'infrastructures urbaines, le choix des matériaux de construction doit tenir compte de contraintes telles que le climat, le confort des habitants, la durabilité ou les besoins en matière d'entretien. L'usage du ciment tel qu'il est aujourd'hui dans la construction a été introduit pendant la période coloniale. À l'époque, il était rare et réservé au logement des colons et de l'élite locale. Sans être le matériau à disposition le moins coûteux ou le mieux adapté aux climats locaux, sa production nécessite de grandes quantités d'énergie et ses propriétés thermiques sont globalement inadaptées aux pays chauds car il stocke facilement la chaleur et la transfère à l'intérieur des logements. Sans qu'il soit vraiment questionné au quotidien, le ciment s'est imposé dans la construction par l'image prestigieuse qu'il a acquis durant la période coloniale. Contrairement à la terre crue ou cuite qui, elle, faisait déjà partie des principaux matériaux utilisés dans la construction de logements par les populations locales. À l'inverse du ciment, la terre crue ou cuite stocke très peu la chaleur et maintient des températures basses en intérieur. L'abondance de la latérite ou de l'argile nécessaire à sa fabrication permet des coûts plus bas et limite les dépendances aux importations extérieures dans le secteur du BTP. Dans une tribune publiée le 21 mai 2024, Adrien Kogé Essingon, ancien ministre gabonais de l'Habitat, déclarait à propos de l'utilisation de la terre cuite: « Cette alternative représente une solution à plusieurs de nos problèmes actuels. Les blocs de terre crue en particulier offrent une excellente isolation thermique, conservant la fraîcheur des habitats sans nécessiter des recours excessifs au système de climatisation. Ce choix matériel est d'autant plus pertinent que notre pays regorge de latérite, une ressource abondante qui pourrait rendre ce type de construction économiquement compétitif. » Quel rapport avec notre système éducatif ? Dans l'enseignement technique et professionnel incluant le génie civil et le BTP, 100% des programmes et 100% des manuels utilisés et recommandés par le ministère de l'Éducation nationale sont des productions françaises. À l'image des contenus de l'enseignement, ces ouvrages sont conçus suivant une réalité et des problématiques différentes des nôtres. Les critères à remplir pour la construction d'un logement sont différents selon qu'on est basé en Europe ou en Afrique. Le climat, les besoins et les ressources disponibles pour la construction ne sont pas les mêmes en France et au Gabon. Il n'est donc pas pertinent que la formation au Gabon soit une simple copie de celle qui est dispensée en France. Si les élèves ne sont pas formés sur la base des besoins et des problématiques propres au pays, il est évident que les formations les détourneront des solutions les mieux adaptées à nos besoins. Des problèmes du même ordre existent également dans le domaine de la santé, même si ce cas paraît plus complexe. Il existe un paradoxe persistant en Afrique et au Gabon en particulier dans le domaine de la santé. Alors qu'en 2022, d'après l'OMS, près de 70% des populations africaines avaient recours à la médecine traditionnelle pour des besoins de santé, les politiques de santé publique dans le domaine de la formation à la pharmacie en passant par les soins sont exclusivement tournées vers la médecine occidentale dite moderne. Les écoles de médecine sont basées sur le modèle et les standards occidentaux. Un modèle qui sait apporter des solutions efficaces mais peine à trouver des solutions concrètes à certaines maladies endémiques présentes sur le continent comme le paludisme ou la malaria dont certaines sont connues et traitées par les médecines traditionnelles africaines. Ce modèle a pour conséquence de marginaliser les médecines locales en les considérant à tort comme étant non scientifiques et expérimentales. Cela est d'autant plus paradoxal que ces remèdes traditionnels pourraient offrir des solutions accessibles et durables dans un contexte où les ressources économiques sont limitées et où l'accès aux soins dits modernes reste un défi pour de nombreuses populations. Intégrer les savoir-faire traditionnels à l'enseignement de la médecine peut s'avérer être un atout, en particulier pour les maladies déjà bien connues et traitées efficacement et à un moindre coût par les techniques locales. Les milliers de plantes qui composent la flore locale et dont les agents actifs servent de base pour la fabrication de médicaments, aussi bien pour la médecine locale que pour la médecine occidentale, sont à notre portée.
servons-nous. Plus largement, sur le plan de la souveraineté, le système éducatif peine à être à la hauteur. Le Gabon, dont l'économie se base principalement sur l'exploitation des ressources minières et des hydrocarbures, dépend totalement des compétences extérieures pour cartographier, identifier et valoriser les ressources présentes dans notre sous-sol. Pourquoi ne pas former des experts nationaux et construire des écoles de pointe pour mieux maîtriser la chaîne de valeur dans ce domaine stratégique pour le pays? D'autres domaines comme la production alimentaire sont également concernés. Le pays importe plus de 80% de ses besoins alimentaires et le taux monte à 96% pour les viandes et les produits carnés. Mais malgré tout, le pays forme très peu dans ces domaines. Le cercle d'existence d'un peuple fait référence à l'ensemble des éléments qui constituent la vie quotidienne et la continuité de ce peuple. Cela inclut ses traditions, ses pratiques culturelles, ses structures sociales, ses modes de subsistance, ses croyances spirituelles, ses langues et ses interactions avec l'environnement. Il peut se résumer par la culture et le mode de vie d'un peuple dans son espace culturel naturel. Le phénomène d'aliénation culturelle, quant à lui, se caractérise par la perte ou le rejet des éléments constitutifs de sa culture au profit d'une autre, ce qui inclut des éléments du cercle d'existence. Dans le cas des anciennes colonies, l'aliénation culturelle connue actuellement est un processus initié par la volonté de soumission et de domination des peuples africains par les Européens depuis leur arrivée sur les côtes africaines. Par la place qu'il occupe dans le développement intellectuel de notre jeunesse, le système éducatif est un instrument qui aide à façonner nos connaissances et notre rapport vis-à-vis du monde, de l'État, de ses institutions et de ses modes de gouvernance. Il impacte nos modes de vie car il aide à construire notre rapport à l'histoire et à notre environnement. Parce qu'il s'inscrit dans la continuité de l'œuvre coloniale, par la manière dont l'enseignement de l'histoire et le civisme se font autour de la vision occidentale, les sciences, les disciplines artistiques, la littérature tournent autour de la vision occidentale et minimisent le rôle et l'initiative des peuples africains. Le tout participe à une déconnexion des éléments qui constituent les cultures africaines. Il favorise l'érosion des traditions en marginalisant les savoirs traditionnels. Il contribue à l'abandon des techniques endogènes de subsistance et favorise une dépendance aux ressources extérieures. Il contribue à ériger un mode d'organisation de l'État et des pouvoirs publics façonné par des sociétés fondamentalement différentes des nôtres. L'organisation de l'État gabonais étant directement inspirée du Code napoléonien publié en 1804 pour organiser les pouvoirs et le droit durant le régime de la Première République française. Qui profite le plus de l'école gabonaise? Le système éducatif produit-il des individus façonnés pour défendre les intérêts et la vision occidentale? Quelles conséquences au fait de laisser d'autres puissances décider de ce qui est dans nos manuels scolaires? Il existe une volonté affirmée de certaines puissances mondiales de disposer des ressources africaines. Les richesses de sous-sol ne sont pas les seules concernées. Les cerveaux suscitent également un intérêt important. Dans un article sur la fuite des cerveaux disponible sur notre site internet, on évoquait la facilité avec laquelle les États et entreprises occidentales parvenaient à attirer des cerveaux et de la main-d'œuvre qualifiée africaine. Dans cet article, il était également question des enjeux économiques et politiques. On évoquait le fait que former des cadres et l'élite dirigeante des pays africains était un moyen efficace pour l'Occident de diffuser son idéologie, de pérenniser une domination culturelle, intellectuelle et de garantir ses intérêts en Afrique. Former des dirigeants africains acquis à leur vision et à leurs principes moraux permet d'assurer une influence sur le continent. Sur le plan économique, les migrations vers l'Occident permettent de contribuer au financement des universités d'accueil et de garantir un afflux constant de main-d'œuvre qualifiée dans un contexte de stagnation ou de baisse de la population au sein des pays dits développés. Les systèmes éducatifs actuels en Afrique francophone sont des accélérateurs de ce phénomène, car ils produisent des individus suivant un modèle déconnecté de nos réalités mais directement pensé selon des agendas occidentaux. Pour de nombreux diplômés africains, il y a une facilité à se projeter ailleurs que chez soi, poussé par l'idée selon laquelle, une fois diplômé, c'est en Occident qu'on peut pleinement mettre en pratique ses compétences et exprimer son potentiel. Les économies plus industrialisées, les niveaux de rémunération et les sociétés perçues comme mieux organisées correspondent mieux aux aspirations et au contenu des formations reçues pendant les études supérieures.
Cette manière de penser paraît logique si on part du principe que les apprenants sont instruits à la manière occidentale, suivant une idéologie et des techniques venant de l'Occident. Il est de ce point de vue logique que l'Occident soit l'endroit approprié pour mettre en pratique les compétences acquises. Et même en restant au pays, on fantasme sur un développement calqué sur l'image qu'on se fait de l'Occident, et les multinationales implantées localement restent les entreprises privilégiées pour y exercer et renvoyer un sentiment de réussite. L'enseignement doit être adapté aux réalités de son environnement. L'économie en Afrique est régie par des codes locaux différents de ceux de l'Occident. Le BTP ne répond pas aux mêmes besoins et le droit répond à des codes moraux différents. Les besoins en matière de consommation sont également différents. De plus, se contenter de calquer maladroitement son enseignement sur celui d'un État plus avancé techniquement est le meilleur moyen de faire naître une dépendance économique et technique vis-à-vis de cet État. Couplé à l'absence de financement conséquent dans le domaine de la recherche locale, nous condamnons l'Afrique à être un débouché économique pour des industries mondiales avec plus d'1 milliard de consommateurs à servir. C'est un cantique de Payday pour le GABON. Union, travail, justice, on ne dit plus quand même. Hey yeah, hey yeah. C'est un cantique de Payday pour le GABON. Union, travail, justice, on ne dit plus quand même. C'est à tous ceux qui ont subi l'injustice de la justice.